les APE, des accords profitables à l'agriculture camerounaise ou alors des accords à risque? Pour répondre à cette question, nous recevons ce soir Dr Célestin Tchakounte Lingue, adjoint au maire de Bazou, expert financier et auteur notamment d'un livre intitulé Les privatisations en Afrique, l'exemple du Cameroun, publié en 2011 aux éditions L'Harmattan. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Bitan, de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi. Docteur Tchakounte, de façon simple, comment peut-on définir les APE? Alors, les accords de partenariat économique, c'est des accords qui donnent en principe un libre accès à certains, aux produits de certains pays au marché de l'Union européenne. En gros, voilà ce que ça veut dire. Maintenant, si vous voulez, on aura le temps de développer un peu, mais globalement, c'est ce qu'on peut dire d'entrée de jeu. D'accord. Le Cameroun a signé des accords de partenariat économique bilatéraux avec l'Union européenne. Quels sont les termes de cet accord? Alors, comme je disais tantôt, c'est que nous allons pouvoir exporter librement nos produits dans la zone Europe, et l'Europe va pouvoir exporter librement ses produits dans notre zone, évidemment sans droit de douane. Donc, a priori, c'est une bonne chose, ça semble être une bonne chose. C'est un échange. C'est un échange. Maintenant, il faudrait qu'on regarde au fond pour voir ce qu'il en est réellement. D'accord. Quels sont à peu près les produits agro-pastoraux et halieutiques camerounais qui ont été validés dans le cadre de ces accords? Alors, les produits validés, vous avez nos principaux produits d'exportation, que sont le cacao, le café, la banane, le caoutchouc, et puis les produits transformés venant du cacao, des légumes et fruits, des produits pétroliers. En revanche, nous pouvons recevoir facilement les médicaments, les véhicules, les biens industriels, les produits chimiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, nous en reviendrons. À partir de là, on peut déjà, si vous voulez, faire un premier constat. Alors, nous sommes en train d'exporter des produits qui n'existent pas en Europe. Donc, pour eux, c'est tout bénéfice. Et puis, c'est des produits qu'on exporte normalement, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. Mais qui n'existent pas chez eux. Oui, donc ça dit que les Européens, là, se font un gros bénéfice, c'est-à-dire qu'ils se garantissent la fourniture de matières premières. Voilà une chose très importante. En contrepartie, ils se garantissent un marché pour leurs produits, qui est le marché africain. Ça veut dire quoi? Que nous allons devoir acheter ce qu'ils ont produit. On ne pourra plus, ou bien difficilement, aller acheter des produits ailleurs. Ça veut dire quoi? De manière pour faire simple. Ça signifie qu'ils se garantissent un marché en Afrique parce que le véhicule qui est produit, par exemple, en Chine ou en Corée du Sud, ne paiera la douane pour entrer au Cameroun et en Afrique, alors que les véhicules produits en Europe ne paieront pas de douane, donc ils seront plus compétitifs. En fait, nous sommes déjà là au niveau de l'impact alors. Oui, c'est-à-dire que d'un côté, l'Europe se garantit des matières premières qu'on va leur donner, et de l'autre côté, ils se garantissent un marché. Donc, ça revient à la question que vous avez posée tout à l'heure, gagnant-gagnant, on commence à poser, il y a déjà un point d'interrogation qui arrive. Qui gagne? Donc, vous voyez que l'Europe gagne des deux côtés, sur deux tableaux. Mais nous, qu'est-ce qu'on gagne? Je ne sais pas encore. Mais celles et ceux qui ont signé ces accords, notamment côté camerounais, avec toutes les clauses. J'aimerais bien savoir qui nous a conduits là-dedans, quels sont les conseillers qui ont fait signer cet accord au président de la République. Parce que si jamais tous les experts camerounais disent que ce n'est pas un bon contrat, ce n'est pas parce que les experts camerounais se sont ligués contre cet accord. Et puis, il y a un problème technique à la base. Cet accord, le Cameroun est dans une zone économique et monétaire. Admettons que nous avons des produits, par exemple, qui ne payent plus de douane d'un côté ou de l'autre. Ce produit entre au Cameroun. Comment on fait avec les autres pays? La Guinée équatoriale, le Tchad, le Congo, ainsi de suite. On fait comment? Ils n'ont pas signé. Donc le Cameroun n'a pas le droit de signer un tel accord tout seul. Ce n'est pas possible.
Il y a un deuxième problème, si vous voulez, comme on anticipe même sur les autres questions. Il y a un deuxième problème, c'est que on est dans un domaine où on est en train de mettre en place des situations qui peuvent, à terme, faire du mal à notre économie. Donc, qui font du mal ou qui peuvent être en train de faire du mal? Non, parce que ça fait qui déjà... font du mal Voilà. à notre économie. Donc, justement, il y a des problèmes, enfin, il y a des préalables qui n'ont pas été respectés en réalité. Si vous voulez qu'on touche le nœud du problème. Oui, touchons le nœud du problème, nous sommes là pour ça. Exactement. Il y a une chose. D'abord, prenons au niveau des entreprises. Vous mettez ces accords en place qui vont aboutir parce que c'est progressif. Dans 15 ans, tout sera... Dans 15 ans, oui, oui. Vous avez des entreprises camerounaises, par exemple, prenons celles qui font du yaourt, par exemple. C'est-à-dire nous tombons là de plein pied dans l'agro-industrie. Dans l'agro-industrie, vous avez Camlet, vous avez, bon, je ne sais pas les autres, qui font du yaourt chez nous, mais qui seront directement en concurrence avec les produits avec les yaourtiers français, qui sont subventionnés. Européens. Non seulement subventionnés, mais c'est quand même des gens qui sont aguerris depuis très longtemps. Vous allez les mettre face à face dans une libre concurrence et vous espérez vraiment qu'il va se passer quoi? Attendez, je dis encore une fois, si votre fils, vous voulez en faire un boxeur, vous ne le prenez pas du jour au lendemain de la maison pour le mettre sur un ring. Il sera tué. Vous le préparez. On le prépare d'abord. Mais de longues années en plus. On commence, il fait d'abord du sport, après il va à l'école de boxe, il apprend vraiment à boxer, il fait des tests, il fait des matchs tests pour voir quel est son niveau d'évolution. Et quand il atteint un seuil, un niveau, on sent que oui, il peut se battre, à ce moment on le met sur un ring. Mais si on le met comme ça dans le jeu, c'est pour l'envoyer tuer. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Comment peut-on prendre des PME? Je suis consultant, je suis des PME au Cameroun. Nos PME ont de très gros problèmes. De très gros problèmes. Il y a une étude récente qui a été menée au Cameroun qui montre que le taux de mortalité de nos PME a atteint un niveau record de 75%. Et c'est des PME qui sont rentables. Parce qu'en général, quand une PME tombe, que ce soit en Occident, parce qu'elle n'est pas rentable. Nous avons des PME qui sont rentables, mais c'est elles qui meurent faute de financement pour les problèmes de trésorerie. Parce que nos PME n'ont pas accès au financement. Le système bancaire au Cameroun n'est pas là pour les PME. Vous parlez des PME en général ou alors vous parlez des PME qui sont dans notre domaine d'expertise? Toutes les PME, y compris celles qui sont dans je vais dire surtout celles qui sont dans le domaine agricole et agro-industriel. Surtout. Parce que les autres PME, le système bancaire camerounais, africain, qui sont des filiales de multinationales, de banques françaises en général, Oui. financent beaucoup plus facilement l'import-export. Ce qu'on appelle vulgairement quartier le Baye Amsalam. Mais ne financeront pas quelqu'un qui fait du poulet, de l'agriculture surtout, parce qu'ils estiment que c'est trop risqué. Ils estiment que le risque payé au Cameroun est très, très important. Donc, il y a ce problème. Donc, il y a la banque des PME qui a été ouverte. Merci. Sauf que les premiers signes que l'on perçoit ne sont pas très encourageants. Donc, nous avons des PME qui ont énormément de problèmes. Les problèmes sur le plan managérial ne sont pas réglés. Les problèmes de l'investissement de manière générale, que ce soit l'investissement productif ou l'investissement de la connaissance, n'est pas réglé. Et vous prenez ces PME-là, qui sont les nôtres, pour les mettre face à des PME que j'ai étudiées en France, qui sont coriaces, qui sont costauds, qui ont déjà fait la concurrence avec les PME japonaises, chinoises. Et nous, on le fait face à face, mais il y a un problème quelque part. Je ne sais pas comment on a pu aller directement dans ce... Et quand vous étudiez l'histoire de l'économie, de manière générale, j'ai fait sur un autre plateau de télévision une série d'émissions sur les pays qui ont réussi. Mais l'expérience revient toujours que chaque pays se donne un délai. On parlait tantôt d'un enfant qui veut boxer. Pour se former d'abord, pour mûrir. Et quand il sent qu'il est suffisamment fort, il s'ouvre à la concurrence. Mais pas avant. Ok. Quels sont dans ce cas leurs impacts, c'est-à-dire les PME, dans l'industrie et dans l'agro-industrie au Cameroun?
Je pense que je crois que vous l'avez déjà dit tantôt, c'est-à-dire que ça ne nous... ça favorise les secteurs tels que le cacao, le café et la banane, Qui sont des produits de rente, qui sont des produits de rente. néocolonialistes, on pourrait dire. Vous avez dit, la banane, ce n'est pas les Camerounais qui ont ça, il faut dire que je vous le dis très clairement. Le cacao, encore, bon, c'est nous, mais ça, c'est des choses qu'on exporte déjà comme ça de manière... Donc, je dis que cet accord a un problème, il est vicié à la base. Il est vicié à la base parce que le Cameroun, enfin, je ne sais pas seulement le Cameroun, l'Afrique en général, surtout l'Afrique francophone en particulier, on a un problème de... l'industrialisation n'est pas encore lancée. Je viens de faire un article que je vais publier dans la presse écrite bientôt. Enfin, j'ai pas seulement un, j'ai fait 5 articles en réalité. Un des articles, c'est « Et si enfin l'Afrique se réveillait ?» L'autre article, c'est la recherche-développement. Et si enfin l'Afrique se réveillait, Oui, vous parlez de quoi dans cet article de manière succincte? C'est-à-dire que je voudrais expliquer que nous avons raté le développement. Parce que l'Afrique a plusieurs sommeils. Hein? Vous avez entièrement raison. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons démarré en même temps que l'Asie du Sud-Est. Vous regardez par exemple, je regardais encore les chiffres l'autre jour, vous regardez par exemple la Corée du Sud et le Cameroun et l'Afrique en général. On est au même niveau en 1960. Hein, et ils ont subi plus de chocs que nous. Il y a l'occupation japonaise qui était d'une violence inouïe. Il y a plusieurs guerres qui ont ruiné pratiquement la moitié des villes en Corée. Il y a des crises financières extrêmement sévères. Mais je vous donne maintenant juste 2 chiffres maintenant pour vous donner le cas. En 1960, la Corée du Sud a un PIB de 4 milliards de dollars. Le Cameroun a 0,6 milliards de dollars. C'est-à-dire que la Corée du Sud est en gros 6 fois plus riche. Non, 6 fois plus riche que le Cameroun. Maintenant, quand on prend le chiffre 2017, la Corée du Sud est 60 fois plus riche que le Cameroun. Simple, voilà un chiffre clair. Et je vous rappelle aussi que le Cameroun a offert l'aide alimentaire à la Corée du Sud. Donc, c'est pour vous dire qu'on est dans un environnement où nous avons raté le décollage. Donc c'est pour ça que je dis, mais quand on parle de décollage, c'est d'abord l'agriculture. Je suis d'ailleurs surpris quand j'entends certains hauts fonctionnaires camerounais nous parler de l'émergence en 2035. Sans mettre l'agriculture au centre des priorités. Au centre des priorités. Écoutez, monsieur, le problème est le suivant. Il y a ce qu'on appelle le triangle de la souveraineté. Quand vous voulez dire que j'ai un pays, vous avez l'armée, la monnaie et l'agriculture. Donc, si vous ne pouvez pas nourrir votre population, ça n'est pas la peine de parler de développement. Ce n'est pas possible. Tous les grands pays, la France, les États-Unis, ont une agriculture qui nourrit toute la population. Il n'y a que le Japon, et la Chine, parce qu'ils n'ont pas de terre arable. Donc, le peu qu'ils ont ne peut pas suffire. Ils sont obligés d'importer. Or, le Cameroun a un potentiel agricole à nul autre pareil. Nous avons, quand je travaillais à Paris comme analyste financier, je suis tombé sur un document fait par le CIA. À l'époque, je ne comprends pas pourquoi ils étaient dans l'agriculture, un document agricole. Alors, le document expliquait que, je suis là sur le Cameroun pour voir. Bien sûr. Et il était dit que le Cameroun n'utilise que, en termes de terres cultivables, n'utilise que 13% de ces terres cultivables. Ça, c'était en quelle année? C'était dans les années 84-85. J'ai regardé le chiffre l'autre jour. Vous voulez savoir où on est aujourd'hui? Non. On n'est qu'à 16%. 16%. De terres cultivables. Donc, nous n'avons qu'ajouté en quelques années 3%. Non, en 3 décennies, 4 décennies, on a ajouté 3%. Donc, le Cameroun est à 16% de ces terres cultivables. En extensif. Ça veut dire que si on va en semi-intensif et qu'on va seulement à 40-50% de nos terres cultivables, parce qu'il y a des terres non cultivables, on ne compte pas ça. Le Cameroun peut nourrir toute l'Afrique. Donc,
quand on parle de problèmes économiques au Cameroun, je vous assure que parfois j'ai envie de pleurer. Je ne comprends pas quel est le problème que des gens ont. Quel est le problème que des gens ont avec notre économie? Rien que l'agriculture peut absorber tout le chômage qu'il y a au Cameroun. Rien que l'agriculture. Regardez le riz qu'on produit à Yagua. Depuis peut-être plus de 20 ans qu'on produit ce riz, 30 ans même d'ailleurs. Vous ne verrez pas ce riz dehors. Du tout. Parce que dès qu'on le produit, les Nigérians arrivent avec les camions, ils ramassent tout, ils partent avec. Qu'est-ce qui nous empêche de produire davantage? Or, le Cameroun importe 80% du riz qu'il consomme. Ce qui est une chose extrêmement grave. D'abord en termes de devises, et puis aujourd'hui, avec les tensions qu'il y a à travers le monde. Imagine qu'il y a une guerre qui éclate au niveau du monde. Ça peut arriver, hein, avec la Corée du Sud, le problème en mer de Chine, et avec l'Américain qui insulte tout le monde. En fait, vous voulez dire aux téléspectateurs que nous n'avons pas un grenier, c'est-à-dire que nous n'avons pas de la nourriture gardée quelque part. Non, mais il n'y en a même pas, on ne produit pas. Puisqu'on ne produit même pas. Si ça éclate là maintenant, nous sommes, le riz ne vient pas, on va mourir de faim, pas de balles. Peut-être ça va nous amener à cultiver. Bah justement, il faut qu'on cultive. C'est pour ça qu'on dit souvent, le mal peut faire du bien. Bah justement, c'est pour ça qu'on dit que la souveraineté, c'est l'agriculture d'abord. Tant qu'on ne nourrit pas les Camerounais, il ne faut pas parler de l'émergence. Ça ne sert à rien. Donc, il faut d'abord qu'on arrive à nourrir les Camerounais. Et ça peut se faire très facilement, parce que le Cameroun a des terres extrêmement fertiles. Extrêmement fertiles. Prenez également le truc comme ce que les anglophones appellent héros, au coq. Mais quand on produit ça, tout ça part au Nigeria. Mais produisons davantage. Pourquoi on se tue? Le Cameroun aujourd'hui importe le poisson. Ça nous coûte chaque année 200 milliards d'argent jeté par la fenêtre. Je vous rappelle, prenez n'importe quel département du Cameroun, c'est les cours d'eau. Le Ndé, c'est un cours d'eau. Le Nyon et Foumou, c'est 2 cours d'eau. La Haute-Sanaga, le Oignon, la Bumba Ngoko, c'est des cours d'eau. Dans chaque cours d'eau, il y a du poisson. D'où vient-il que nous importons du poisson? Bonne question. C'est des choses. Je suis tombé l'autre jour sur un groupe d'ingénieurs à Lyotte qu'on vient de former. Quand on a formé une bonne quantité, mais on n'en fait rien. Ils me racontaient qu'il y a un de leurs enseignants qui venait d'Israël, qui est venu pour leur enseigner comment faire la pisciculture. Il me dit que il rentre ici en pleurant. Il dit que nous produisons le poisson dans le désert. Vous avez tout pour produire le poisson en quantité industrielle. Comment vous arrivez à importer du poisson? Il dit qu'il faut ça exprès. Donc vous voyez, c'est autant de scandales. Docteur, nous savons que l'accès au marché européen est conditionné par le respect d'un ensemble de normes sanitaires et phytosanitaires européennes. Pensez-vous que nous puissions véritablement tirer profit de ces accords, sachant que nos produits auront du mal à respecter les normes fixées par ces derniers? Voilà, vous touchez là un autre problème, qui est une des axes, une des armes de guerre, parce qu'en fait, il faut bien dire une chose, que les gens comprennent. Nous sommes en guerre. Oui, l'économie, c'est la guerre. L'économie, c'est la guerre. D'ailleurs, la science économique a emprunté la science militaire pour gérer l'économie. C'est pour cela que vous avez des termes comme conquérir un marché, attaquer un marché, capturer un budget. C'est des termes militaires. Parce que l'économie, c'est la guerre. Donc, il faut que les Africains arrêtent de penser que nous avons des amis en face. Le général de Gaulle a dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, une des armes, c'est les normes. Alors, vous croyez vraiment que nos jeunes PME qui démarrent aujourd'hui vont arriver tout de suite à intégrer le phénomène des normes aussi rapidement? Non. Il faut du temps. Il a fallu du temps aux PME européennes pour se normer. Mais nous, on demande justement, c'est toujours le problème de cet enfant qu'on va mener à la boxe. Et l'un s'entraîne depuis très longtemps, et l'autre ne s'entraîne pas. On dit, bon, qu'ils aillent combattre. La question qu'on se pose même, excusez-moi de vous reprendre la parole, c'est qu'on constate même que nos produits n'ont pas de normes locales. Oui, la norme au Cameroun a démarré il y a 2 ou 3 ans. J'ai travaillé avec la mission de l'ONUDI qui devait mettre en place certaines normes. Les normes viennent de démarrer. Donc les PME ne savent pas encore ce qu'on appelle les normes.
Je suis sur le PME tous les jours, elles ne le savent pas. D'ici à ce qu'elles l'intègrent, il faudra du temps. 10 ans 10, voire 15 ans. Mais tout de suite, on va leur... Donc, le jour où on va décider qu'on ne va pas accepter nos produits, c'est la norme. Ce n'est pas le jour où ça se passe même déjà. Oui, justement, non seulement ça se passe, mais ils bougent ça sans arrêt. Les normes ne sont pas figées, hein. Ils les changent. D'ailleurs, vous avez vu, quand il y avait des tensions entre la France et les États-Unis, ils ont changé les normes. Et le vin français ne venait plus. En fait, la norme ou les normes sont une arme de guerre. C'est une arme de guerre. Tout comme les subventions. Vous avez parlé de subventions tout à l'heure. Les produits dits subventionnés, ce n'est pas une subvention dans le but de donner de l'argent aux acheteurs que nous sommes. C'est une subvention qui vise à tuer l'industrie naissante dans nos pays. C'est une arme de guerre, c'est un investissement. Une fois que cette subvention aura tué l'industrie qui est en face, mais ils vont augmenter les prix naturellement. En fait, c'est une subvention qui nous empêche de travailler. Exactement. Mais puisqu'on vous dira, non, mais écoutez, ce n'est pas la peine de produire ça, vous pouvez l'avoir moins cher chez nous. On va vous dire, non, non, cultivez le cacao, le café. C'est-à-dire qu'on va nous interdire l'accès à l'industrie qui est la clé du développement économique. Parce que le cacao, le café, la banane vont nous maintenir dans la pauvreté et la misère. Bon, moi, j'ai souvent du mal à comprendre lorsqu'on dit on va nous interdire l'accès à l'industrie. Oui. Est-ce qu'on nous met un pistolet à la tempe pour nous empêcher de nous industrialiser? C'est pire que ça. C'est presque un pistolet. Parce que, prenons d'abord les faits tels qu'ils sont. Vous prenez les pays francophones, comparé avec les autres pays anglophones par exemple. Prenons, il y a deux pays qui sont côte à côte, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Regardez le niveau d'industrialisation. Vous allez vous rendre compte que les pays francophones sont très en retard en matière d'industrialisation. Ça a un élément qu'on appelle la monnaie. Aujourd'hui, il vaut mieux faire du buy and sell dans nos pays que de faire l'industrie. Voilà le problème. Donc c'est pire que le pistolet. Je reprécise ma question. Oui. Est-ce qu'on nous empêche de la, faire de l'industrie dans nos le niveau de notre monnaie qui a arrimé à l'euro, et dont même les pays comme la France, l'Italie souffrent. Si ces pays-là en souffrent, nous, combien de fois? Cette monnaie est trop surévaluée par rapport à notre vraie valeur. Prenez un élément simple qu'on appelle le niveau général des prix. C'est l'élément de base pour... c'est des intrants, si vous voulez, pour l'industrie. Donc c'est un problème qu'on va devoir traiter si on veut avoir une industrie compétitive. Mais quand vous regardez le niveau des prix dans nos pays, on a le même niveau de prix qu'en France. Mais c'est une erreur monumentale. Monumentale. Si vous regardez en Asie, l'Asie a un niveau de prix. Un Chinois peut gagner 30 000 francs, il vit 3 fois mieux qu'un Camerounais. Je prends un exemple. J'étais au Vietnam en 2006. Notre avion, on avait un battement de 6 heures, on avait faim. Bon, on avait peur d'aller manger, on se disait, bon, les prix, c'est... Il y a un policier qui nous a dit, il y a un restaurant à côté, on est parti juste derrière l'hôtel, derrière l'aéroport manger. Les prix, c'était en monnaie vietnamienne, en dong. Bon, on a demandé qu'est-ce qu'on peut nous servir. La femme nous a dit, on a vu quelque part rice. Elle nous a servi une entrée, un bon plat, un dessert. Chacun a pris 2 petites bières, on était 2. Alors on demande, on fait ça. Il nous met facture, il met 49 000 dons. On se dit, ça y est, on est mort. Après on dit dollars. Il fait un trait, il met 3 dollars. 2 personnes ont mangé. Entrée, repas, dessert. Chacun a pris 2 bières. 3 dollars, ça fait 1600 francs, 1500 francs. Vous pouvez imaginer ça? Au Cameroun. Au Cameroun, c'est impensable. Impensable, même dans les sous-quartiers, ce n'est pas possible. Mais là, je parle d'un restaurant chic, derrière l'aéroport. Donc, vous voyez donc que notre économie est biaisée dès le départ. Parce que on nous a embarqués à suivre l'Occident. Parce que finalement, quand vous regardez, qu'est-ce qui fait qu'un plat de nourriture coûte 2 000, 3 000 francs au Cameroun? C'est l'inflation qu'on a importée de l'Occident, à travers le franc CFA.
Parce que véritablement, on peut... Et cette inflation-là est dans tout ce que nous faisons. Dans le téléphone qui nous est facturé, nous payons plus cher. Dans le carburant, dans tout. Et cette inflation, tout ça va rentrer comme intrant dans les produits qu'on va fabriquer au Cameroun. Et ces produits seront très chers et ne pourront pas concurrencer par les produits asiatiques. Dans toute l'Asie, vous pouvez manger pour moins d'1 €. C'est connu. Mais quand vous regardez les produits qu'il y a en Asie, c'est les mêmes qu'il y a en Afrique. Alors, d'où vient-il qu'au Cameroun, il faut 2000 francs pour manger un plat, avec la bière et tout, vous avez 3000 francs, et qu'en Asie, 2 personnes mangent 1500 francs. Donc, ça veut dire que notre économie est obèse. Ça fait partie des projets maintenant pour lesquels je suis en train de réfléchir sur comment formuler ça pour mettre peut-être dans un livre ou dans un article de presse. Je ne sais pas comment on va faire. Mais il est clair que nous devons, comment dire, faire suivre une cure d'amaigrissement à notre économie. Sinon, on ne s'en sortira pas. Ok. Revenons sur la norme, ou du moins les normes. Vous avez dit qu'il y a 3 ans. C'est ça? Il y a 3 ans qu'on a installé la norme. Ça vient d'arriver, je crois que c'est 3 ans, je crois, à peu près, oui, oui. Le bureau de la norme vient d'être mis en place. C'est la norme? C'est la norme? Vous parlez de la norme? La norme, oui, la norme. Je reprécise ma question, ou alors je reprends ma question. Oui. Existe-t-il des normes locales de certains de nos produits? Ben justement, c'est la norme qui est là pour ça. La norme est en train de normer nos produits. La norme, il faut dire qu'une chose, ce n'est pas une mauvaise chose, la norme. La norme, ça permet d'avoir la même compréhension d'une chose dans le monde entier. Ça peut être, par exemple, même pour un service, hein. C'est-à-dire, par exemple, pour un expert financier, quand on est nommé, si on dit qu'on a fait un check-up, par exemple, dans le monde entier, on comprend ce qui a été fait. Donc, par exemple, quand c'est le cacao, quand ça suit telle norme, tout le monde sait quel est le traitement que ce cacao a subi depuis sa récolte jusqu'à là où il est arrivé. C'est ça le but de la norme. C'est une très bonne chose. Le problème que nous avons avec cette norme, c'est que les gens ont mis 20, 30 ans à mettre en place. On nous demande de faire ça en 2 semaines. Ça, c'est un problème. C'est même impossible. Justement, ils savent que c'est impossible, donc nous envoient au chaos. Et comment parler de la norme mondiale ou européenne lorsque vous-même vous reconnaissez que nous accusons ce retard-là? Nos produits ne seront jamais compétitifs. Oui. Notre agro-industrie ne sera jamais compétitive. Mais c'est justement pour ça qu'on nous a poussé là-dedans. Parce que les Occidentaux nous disent que c'est gagnant-gagnant. Sauf que quand ils... En fait, c'est un marché de dupes. Oui, exactement. Je veux dire, même pour nous amener à la signature, il s'est passé quoi? Chaque fois qu'il coinçait un chef d'État africain quelque part, on dit signer là, signer là. Chaque fois qu'on coinçait, on dit signer ici. Attendez, si c'est vraiment gagnant-gagnant, je n'ai pas besoin qu'on me dise où sont mes intérêts. Donc on nous a tellement poussé que le Cameroun a fini par signer. Parce qu'il y avait des pressions, même des pressions occultes. Donc il y a ce problème-là qui fait que, par exemple, quand un pays comme le Japon, par exemple, s'était fermé à l'économie mondiale pendant longtemps et avait permis seulement qu'un seul bateau vienne chaque année pour commercer, une fois par an. Protectionnisme. Protectionnisme. L'Angleterre l'avait fait quand les autres pays l'avaient supplanté sur la navigation internationale, notamment les Pays-Bas et autres. Mais tous les pays se protègent. Je veux dire, encore une fois, revenons au cas de votre enfant, vous voulez qu'il boxe, et si les autres choses ont déjà appris depuis longtemps, mais vous fermez dans votre porte. Sinon, on va le détruire. On va le tuer. Fermez dans votre porte, vous le formez. Quand il va atteindre le niveau, vous allez dire, OK, maintenant, on peut y aller. Mais le problème, c'est que le Cameroun n'a pas observé cette phase-là de maturation de son économie, de maturation de ses PME. De maturation de son agro-industrie. De son agro-industrie. De maturation de ses agriculteurs, de ses pêcheurs, de ses éleveurs. Regardez aujourd'hui nos éleveurs, nos pêcheurs. Aujourd'hui, ils en sont encore au stade embryonnaire. C'est à peine si vous avez des chambres froides, même dans toutes les villes.
enfin, au moins dans les villes côtières. C'est à peine si vous avez du matériel adéquat pour fonctionner normalement. Donc, quand vous prenez ces PME agricoles, parce que je viens d'avoir une certification pour accompagner les PME agricoles et agro-industrielles. Mais quand on regarde nos PME, la plupart sont dans leur maison d'ailleurs. Donc, vous dites, quand vous regardez ces PME, on dit qu'elles vont aller affronter les PME européennes. Je dis non, il y a un problème quelque part. Il y a un vrai problème. Comment faire pour remédier à ça? Bah, écoutez, la première chose, il faut définir un programme de développement. Encore, il y a tellement de programmes. Non, il y a tellement de programmes, mais il n'y a pas encore de vrai programme. Parce que j'ai approché les gens qui faisaient le DSE. Je leur ai demandé, bon, qu'est-ce que vous comptez nous faire? Je veux dire, quel est le chemin de développement? Ils m'ont regardé bizarrement. J'ai dit, bon, dans l'agriculture, la question que je leur ai posée, nous allons faire quel produit? Ils m'ont dit, non, on va tout faire. J'ai dit, mais non, on ne peut pas tout faire, c'est impossible. Donc, ce que je recommande partout où je passe, un pays comme le Cameroun, tous les pays africains, et même au niveau de l'Union africaine, la première chose à mettre en place, c'est un think tank. Une cellule de réflexion stratégique. C'est là où nous avons perdu le combat. Le premier combat, le décollage que les autres pays ont réussi. Nous avons raté ce décollage-là à cause de la guerre de l'intelligence. Je rappelle au monde entier, l'intelligence est supérieure à la matière. L'esprit est supérieur à la matière. L'intelligence est supérieure à la force. C'est pour cela que David a battu Goliath. Donc, il faut d'abord que nos pays se structurent pour devenir David. Parce que David peut battre Goliath. Goliath, je vous rappelle, il avait 3 mètres de hauteur. Hein? C'était une force de la nature. Donc, normalement, il n'aurait fait qu'une bouchée de David. Mais sauf que lui, il a utilisé son intelligence. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu marches contre moi avec tes armes. Et moi, je marche contre ton nom de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et il a battu. Et c'est une loi que la Bible a établie, que Dieu a établie. C'est pour cela que prenez un pays comme la Corée du Sud, qui en 1960 n'était rien, puisque la Corée, le Cameroun leur a donné l'aide alimentaire, ils avaient faim. Aujourd'hui, en 2017, la Corée du Sud est 11e puissance de la planète, devant la Russie. Et le Cameroun peut refaire ce parcours-là, si on met en place l'intelligence. Et quand vous regardez tous les pays qui ont réussi, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, Taïwan, il y a à la base une réflexion stratégique. La Chine, ça a commencé avec l'empereur Qin, qui a vécu entre 2200 avant Jésus-Christ et pendant, je crois, au moins 30 ans. C'est lui qui a établi ce qu'on appelle la méritocratie en Chine. Cette méritocratie était que, on pesait tous les actes établis par les fonctionnaires pour voir qui travaille, qui ne travaille pas. Mais surtout, tous les 3 ans, on convoquait tous les hauts fonctionnaires dans la capitale pour venir passer un concours composé par l'empereur et corrigé par l'empereur. Évidemment, tous ceux qui échouaient étaient virés. Imaginez qu'aujourd'hui, à Yaoundé, on convoque le PM, les ministres, les députés, tout ça pour le concours. Mais je vous assure que rien que le fait de savoir que dans 3 ans, j'ai un concours à passer, ça te met au travail. Ça te met au travail. Donc, voilà la Chine. Et Mao Zedong, qui a essuyé un gros échec sur le plan économique, parce que sa politique économique a été un échec terrible. Ça a provoqué la mort de 20 millions de Chinois. Mais il a mis en place une réflexion stratégique. C'est lui qui a mis en place le principe d'une Chine forte, prospère et militairement puissante. Jusqu'aujourd'hui, la Chine suit cette stratégie-là. Alors, je vous mets au défi de me dire quelle est la stratégie que le Cameroun suit, que la Côte d'Ivoire suit, que le Gabon suit. Il n'y en a pas. On gère au jour le jour, on n'a pas de vision stratégique. Même l'Union africaine. Que fait l'Union africaine? On est dans le domaine de l'agriculture et je tiens à vous dire que vous êtes dans un très bon domaine et vous devez continuer ce combat. C'est le combat de l'avenir. Je vais vous donner quelques chiffres pour bien expliquer ce qui se passe. Parce que Dieu, peut-être Dieu est africain,
La Chine, par exemple, c'est 19% de la population mondiale et seulement 9% de terres arables. L'Afrique, c'est 65% de terres arables. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'Afrique est le grenier du monde. Exactement cela. Ça veut dire que si vous prenez les autres continents, il reste 35%, on divise, on fait une péréquation, ça veut dire que chacun a peut-être quoi? 35 divisé par 4, ça fait 9% de terres arables chacun. Nous avons 65% de terres arables. En fait, seul l'Africain ne sait pas qu'il est véritablement. Nous sommes assis, je crois qu'il y a le monsieur qui a préfacé mon livre, monsieur Paul Foucault Camonier, qui a une expression que j'aime beaucoup parce qu'il a écrit un livre qui est excellent, L'entreprise africaine et la mondialisation. Il dit que nous, Africains, nous sommes des mendiants assis sur un tas d'or. Et c'est la vérité. Je vous assure que et les dernières prévisions sur la population mondiale sont en train d'être revues à la hausse au fur et à mesure. On disait qu'on sera 9 milliards sur Terre en 2050. Maintenant, les prévisions disent qu'on sera 10 milliards. On les nourrit comment? Ça ne peut se faire qu'en Afrique. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Les gens sont en train de vendre, tous les autres pays sont en train d'acheter. La France, l'Angleterre, l'Espagne sont en train d'acheter des terrains en Afrique. Mais que fait l'Union africaine? L'Union africaine doit prendre ça. Où est la vision stratégique pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, on ne vend plus les terrains aux étrangers? En fait, il y a une autre. La guerre d'aujourd'hui, ce n'est plus la guerre militaire. Ah non. Non, c'est devenu une guerre économique parce qu'il faut s'approprier les meilleures terres. Absolument. Donc, nous avons 65% de terres arables. Rien que ça, là, nous donnons la clé du monde. Si nous avons la clé de l'alimentation, l'agriculture, qui est votre domaine de prédilection, mais nous contrôlons le monde. C'est-à-dire, nous reprenons le pouvoir qu'on nous avait volé à travers l'esclavage et la colonisation, nous le reprenons à travers l'agriculture. À condition que dès maintenant, qu'on arrête de vendre ces terrains-là. Et que nous puissions créer des think tanks. Absolument. La première chose à faire, c'est de créer un think tank au niveau du Cameroun. Aux États-Unis, vous avez plus de 3000 think tanks qui fonctionnent. Plus de 3000. Donc, il y a un à la Maison-Blanche qui a 1800 personnes. C'est pour ça qu'un homme comme Trump, qui est quelqu'un de très moyen, arrive à gérer les États-Unis. Parce que tout est déjà pensé, mâché. On lui dit ici, là, voilà ce qu'il faut faire. Ici, voilà ce qu'il faut faire. Tout est pensé. Chez nous, on ne pense pas. Les autres ont pensé le monde sur 50 ans. Mais je vous mets au défi de me trouver un dirigeant camerounais, ivoirien, ghanéen, qui va me dire ce qu'ils ont pensé sur 50 ans. Ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'on compte faire? Bonne question. Première chose, donc, c'est un think tank à mettre en place pour arrêter, pour penser le monde, pour penser l'Afrique, pour penser le Cameroun. Parce que là, dans le Cameroun, a sa carte à jouer. Nous avons, sur le plan de potentiel énergétique, le Cameroun a le 16e potentiel dans le monde entier. Il y a des pays développés qui ne l'ont pas. Potentiel hydrique, nous avons le 2e en Afrique. Et je crois qu'on est parmi les 5-6 pays dans le monde en termes d'arrosage. On a le 2e, la zone la plus pluvieuse du monde, qui est de Buncha. Donc, tout ça fait que nous avons le potentiel qu'il faut pour contrôler le monde. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Occidentaux racontent partout que l'autre jour, je crois, quand M. Sarkozy était venu là, au Sénégal, il a dit que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Ce qui est un gros mensonge. Puisque l'Afrique a déjà été la première puissance de la planète. Au temps de l'Égypte antique. Les Européens, à l'époque, étaient des petites tribus qui se battaient entre eux. Étaient d'ailleurs en proie à la peste noire. Et qu'on ne dise pas que c'est uniquement les Arabes qui y étaient, puisqu'il y a eu des pharaons noirs sur au moins un siècle. Alors, ce qui nous a manqué, il nous a manqué la cruauté des autres, des Occidentaux. Sinon, on aurait fabriqué des armes, on aurait conquis le monde avec. Sauf que nous n'avons pas cette cruauté. Les Africains sont des gens très gentils, peut-être même trop gentils. Et moins travailleurs. Non, on est travailleurs, c'est pas vrai. Les Africains travaillent. La preuve, quand les Occidentaux ont commencé à acheter les esclaves, ils ont d'abord pris les Chinois. Les Chinois mouraient. Non, lorsque je dis moins travailleurs, c'est l'époque actuelle, avec toutes les terres arables que nous avons.
Et nous n'arrivons pas à faire décoller ni notre agriculture, ni notre agro-industrie. Non, ça c'est un problème de management. Ça c'est un problème de... il faut que ça se passe au niveau... Il y a un problème de gestion publique. Ce n'est pas que les gens ne sont pas travailleurs. On est très travailleurs. Les Camerounais sont très travailleurs et très innovants. On a un problème d'organisation de la société dans son ensemble. Parce qu'il faut... Je vous ai dit par exemple que les agriculteurs n'ont pas accès au crédit. Ni aux terres, puisque les terres, très souvent, Les terres, à l'avenir, ils peuvent, mais le crédit, ils n'ont pas accès. Trouvez-moi une banque qui finance l'agriculture. Il n'y en a pas. Il y a quelques projets qui essayent. Il n'y a pas de banque qui finance l'agriculture au Cameroun. Donc, c'est parce que... comment voulez-vous qu'on s'organise? En fait, il n'y a pas une véritable politique globale. Il n'y a pas de... Je vous ai dit, il faut qu'on fasse un think tank qui va poser cette réflexion globale et qui va nous permettre d'engager un décollage. Il n'y a que l'État pour faire ce think tank? Bah justement, quand vous revenez sur mon livre, en fait, oui, il y a ça sur le travail de l'État. Il y a quelque chose que l'État seul doit faire, il y a quelque chose que le privé doit faire. Donc l'objet de mon livre, c'est comment on répartit les tâches entre l'État et le secteur privé. Le secteur privé. Docteur, s'il vous avait été donné de choisir les produits devant pénétrer le marché européen dans le cadre des APE, quelles auraient été vos préférences en termes de bénéfices induits pour le Cameroun? Bah, justement, mon combat, c'est que ces APE sont arrivés trop tôt. On n'a pas de produits. Parce qu'en vrai, le cacao, le café, d'abord, c'est nous condamnés à rester dans la pauvreté. Parce que si vous regardez ce qu'on appelle les termes de l'échange, c'est-à-dire, par exemple, si vous regardez par exemple le nombre de kilos de cacao qu'il faut pour acheter une voiture, 1960, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en 1960, il faut une tonne de cacao pour acheter une voiture. Si vous revenez 10 ans plus tard, ça sera 2 tonnes. Après, ce sera 4 tonnes, 6 tonnes. Ça veut dire que les termes de l'échange sont en défaveur de ces produits, cacao, café, banane. C'est d'ailleurs ce qu'a dit un illustre Camerounais, Simo, qui était ici pendant le fameux sommet de la diaspora, où on disait qu'il faut investir et tout. Il a expliqué que le problème que nous avons, c'est que nous exportons les produits de la nature. La banane, le caoutchouc, le café, le cacao, les légumes, les fruits. Alors que les Occidentaux exportent les produits du cerveau humain. Les avions, les ordinateurs, les voitures. Ces produits sont toujours valorisés, plus que les produits de la nature. En fait, donc, si on veut se développer, on doit transformer nos produits. Si on veut se développer, on doit transformer les produits de l'agriculture. On ne doit plus envoyer le cacao, on doit faire du chocolat. Vous avez vu combien coûte 100 grammes de chocolat que nous importons? Vous avez vu combien vend 1 kg de cacao? Regardez 100 grammes de chocolat qui est vendu sur le marché, je crois que c'est autour de 700 000 francs. C'est 100 grammes, ça veut dire ça fait le kilo à combien? Ça fait le kilo à 10 000 francs. Vous voyez combien nous vendons le kilo? Dans les 800 000 francs. Donc ils achètent 1 kilo à 1000 francs pour nous le vendre à 10 000 francs. Regardez le haricot vert que nous produisons ici. On envoie à Paris, on met dans une boîte, on nous renvoie ça ici. Regardez le prix. Nous qui avons que nos grands-parents nos parents qui sont tués à la tâche, sous la pluie, sous le soleil pour cultiver pendant des mois et des mois. Il a combien? Pas grand-chose. Mais il envoie ça, on envoie ça à Paris. Il y a un type qui prend une boîte, ça lui prend peut-être même pas c'est une machine qui met ça en moins de 2 secondes. Vous allez voir ce qu'il va prendre comme valeur ajoutée. Donc nous devons transformer nos produits. Il n'y a aucun pays qui soit développé sans la transformation, sans ce qu'on appelle l'industrialisation. Et c'est ce qui manque le plus au Cameroun. Oui, absolument. C'est-à-dire quand on aura industrialisé, à ce moment-là, nous pourrons faire tous les APE qu'on veut. Parce qu'on aura aussi des produits du cerveau humain à exporter. C'est ça qui développe les pays. C'est ça qui a développé la Corée du Sud. C'est ça qui a développé tous les autres pays. La Chine et bien d'autres.
On note une arrivée significative des grands supermarchés chez nous. Peut-on l'imputer aux APE? Certainement, certainement. Et vous touchez là un problème qui est très important. Je suis en train de réfléchir à faire un article dessus pour essayer d'interpeller les Camerounais. Effectivement, je réponds d'abord à votre question avant de faire, si vous permettez, un tour. Oui, c'est certainement lié et ça aura un gros impact sur notre économie. Parce que c'est eux qui décident en fait qu'est-ce qu'on met sur le marché en réalité. Et il y a un autre impact, c'est que ça structure même l'environnement économique. Donc, il y a donc deux choses. Première chose, donc, c'est eux qui choisissent qui est-ce qu'ils mettent en rayon. Ce que nous allons manger en somme. Ce qu'on va manger. Donc, on va donc, ça va forcément avoir un impact sur ce qui va se passer. Bon, maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on y a réfléchi? Parce que ces supermarchés créent le vide autour. Par exemple, quand c'est installé dans une commune, ça tue tous les petits commerces. Tous les petits commerces dans l'environnement. C'est pour cela qu'en France, par exemple, il y avait une loi qui disait que pour créer un supermarché de plus de 300 mètres carrés, il faut demander une autorisation. Pour qu'on fasse une analyse pour voir si les bénéfices attendus sont supérieurs aux inconvénients et voir également en même temps comment on peut gérer les inconvénients pour les minimiser. Bon, cette loi vient d'être changée. Maintenant, on a mis ça à 1000 mètres carrés. C'est-à-dire qu'il faut plus de 1000 mètres carrés là, il faut l'autorisation. Nous n'avons pas ce genre de loi au Cameroun? Je ne pense pas. Je n'ai pas lu ça quelque part. C'est la question que je pose. Est-ce qu'on y a réfléchi avant de faire venir les supermarchés? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a Casino qui arrive, qui va faire 10 supermarchés au Cameroun. Quand je dis Casino, celui qui est là, ce n'est pas le vrai Casino. Hein. C'est des gens qui ont pris seulement l'enseigne. Il y a le vrai qui est en chemin et qui devrait faire 10 grands supermarchés au Cameroun. Ça signifie qu'il y a un marché. Non, le marché existe. En fait, ils ont fait une étude simple qui dit qu'au Cameroun, il y a au moins 1 million de personnes qui dépensent 1 million de francs chaque mois. Ça fait 100 milliards de francs. Imaginez que cet argent était reversé chez nos agriculteurs, pêcheurs et autres. Bah justement, c'est pour ça que je dis qu'on a un problème d'organisation et de structuration. Parce que, par exemple, vous prenez les pêcheurs, prenons un pisciculteur, pour faire plus simple. Parce qu'aujourd'hui, on fait le poisson ici dans cette chambre, dans une chambre. On peut aujourd'hui, c'est maîtrisé. Je vous dis qu'en Israël, dans le désert, on le fait. Donc, on peut faire. Et il paraît que la rentabilité est très élevée, c'est 100%. Mais le problème maintenant des banques, d'abord le système bancaire, c'est des filiales de banques françaises. J'ai fait le tour de ces banques un jour. J'ai regardé les CV de tous les blancs qui étaient là à l'époque. Aucun n'avait fait des études supérieures. Ça a un impact, attention. C'est extrêmement grave. Je vous dis aucun, j'ai fait le tour, n'avait fait des études supérieures. C'était CAP, 20 ans de banque. En fait, ces gens dont on ne sait pas quoi faire en Europe, on dit bon, allez sur les tropiques. Et je connais des cadres de banque Cameroun qui disaient que, bon, en général, les marchés sont pris à Paris, on fait la répartition. On dit, Société Générale, vous avez 30%, tel 20%. Donc, on en fait des secrétaires. Donc, on n'a même pas de banque en réalité. On a un problème donc, de financement de nos économies. Le financement, je l'ai dit, de l'agriculture. Elle n'est pas financée. Voilà un secteur comme la pisciculture, qui est extrêmement rentable, mais qui n'a pas de financement. Parce que vous avez des gens qui ne comprennent pas ce qu'on appelle la banque, parce que ces gens qui ont le CAP, ils ne comprennent pas la banque. Et le Cameroun, malheureusement, n'a pas de banques. Bon, il y a heureusement des banques qui sont en train d'arriver, des banques camerounaises, comme Aflan First Bank, EcoBank, ainsi de suite, qui vont probablement changer le métier de banquier au Cameroun. Mais jusqu'à présent, avec les filiales de multinationales, je peux encore vous parler même de ces banques. J'ai regardé ce qu'on appelle les concours à l'économie. C'est les prêts que ces banques faisaient à l'époque à l'économie.
98% de ces crédits, c'était à moins de 2 ans. Vous ne pouvez jamais développer un pays avec des prêts à court terme. Les prêts à moins de 2 ans, c'est pour faire quoi? C'est pour le bail en cela. C'est tout. C'est pour aller à Paris acheter des trucs, venir vendre ici. C'est ce qu'on appelle, ça dit que l'import-export. Encore une fois, ça ne permet pas de s'industrialiser. Ça ne permet pas de faire l'agriculture. Donc 98% des crédits à la banque étaient à moins de 2 ans. Et en plus, 95% de ces crédits étaient octroyés aux filiales de multinationales. En fait, l'argent tourne entre eux. Ben oui, bien sûr. Donc, il n'y avait pas, nos PME n'ont pas accès au crédit. Et sans le crédit, il n'y a pas de développement. Puisque c'est le crédit qui apporte l'investissement et c'est l'investissement qui apporte le développement. S'il n'y a pas le crédit, il n'y a pas l'investissement. Il n'y a pas l'investissement, il n'y a pas le développement. Et au jour d'aujourd'hui, le taux d'investissement par rapport à la richesse du pays, en zone CEMAC, est de 13%. C'est-à-dire que notre richesse est 100, on a 13 pour investir. En zone euro, c'est 100%. Donc, ils ont la masse pour investir, nous, on n'a rien pour investir. Pourquoi nous n'en avons Vous avez, rien pour investir? ça répond à la question que vous posez tantôt. Vous disiez, qu'est-ce qui nous empêche? Est-ce qu'on a mis un pistolet? Ça, c'est pire que le pistolet. Qui nous empêche? Mais c'est celui qui gère notre monnaie. Notre monnaie n'est pas gérée à Yaoundé, je suis désolé. Donc, le problème, il est là. Donc, quand il vous dit c'est pire que le pistolet, il vaut mieux un pistolet parce qu'à un moment donné, vous pouvez l'arracher. Mais là, je vais vous donner un autre exemple sur la monnaie, parce que la monnaie, j'en pense souvent que c'est quelque chose qui est extrêmement lointain. Vous avez remarqué que la petite monnaie a disparu au Cameroun? Je connais parce qu'il y en a dans d'autres pays. Mais vous voyez, regardez une femme qui vend le poisson ou bien des arachides. Vous sortez 5 000 francs, tout le monde crie au scandale. Elle ne peut pas vous le donner parce qu'il n'y a pas la petite monnaie. Et ça bloque l'économie. La petite monnaie, elle va où? Je ne sais pas. Mais non, ce n'est pas qu'elle va où. Mais celui qui émet la monnaie n'a pas émis en quantité suffisante. Exprès? À votre avis? Soit il s'en fout éperdument, soit il le fait exprès. C'est ce que tu dis en premier appelé la répression monétaire. Alors, pourquoi il n'y a pas de petite monnaie? Mais maintenant, quel est l'impact? Mais ça bloque l'économie. Et ça bloque surtout vis-à-vis du petit commerce. C'est qui touche les couches les plus vulnérables. La petite vendeuse d'arachides, la vendeuse de poissons au bord de la route. La maman qui peut aller acheter son poisson, pour Oui, venir le braiser. la maman qui fait les beignets. Vous avez une fiscale qui dit que je ne peux pas vous vendre. La maman qui vend la banane, exactement, le plantain, le macabo. Ça bloque en fait, ce petit commerce-là qui touche beaucoup votre secteur, puisque c'est tout le secteur agroalimentaire. Donc, pourquoi c'est fait? Je ne peux pas ne pas penser que c'est exprès. Donc, vous voyez, il y a un vrai problème derrière notre structuration. Donc, il y a des problèmes qu'on va devoir régler un jour ou l'autre si nous voulons vraiment nous développer. Nous constatons que les principales exportations de l'Union européenne vers le Cameroun sont des produits transformés, notamment les biens industriels, les véhicules, vous l'avez dit tout à l'heure, les produits chimiques, les médicaments, etc. Or, le Cameroun, lui, exporte des produits non manufacturés, nous l'avons souligné à l'entame de cet entretien, bois, aluminium, caoutchouc, cacao, café, etc. Comment peut-on donner de la valeur ajoutée à nos produits, malgré qu'on ait déjà signé les APE? Moi, je pense que les APE, à un moment donné, il faudra qu'on tire les conséquences pour dire, écoute, on n'est pas prêt. Personne n'a le droit d'envoyer mon fils dans un ring de bois quand il n'est pas prêt. On va le tuer. Donc j'ai le droit de le protéger. J'ai l'obligation de le protéger. Dans notre économie, il faudra un jour qu'on dise, on ne fait pas. Même si les gens se fâchent, on dit on ne fait pas, point. Deuxièmement, maintenant, j'ai indiqué la première étape, c'est un think tank qui va définir nos choix stratégiques de développement. Ensuite, maintenant, il y a la recherche-développement. Parce que c'est la recherche vraiment qui crée la richesse. La recherche, c'est sur le moyen terme, parce qu'il faut compter au moins 7 ans pour avoir les premiers. Je prends un exemple simple. Il y a le rat qu'on produit au Cameroun, mais qui est très toxique. Parce qu'il contient un substance qu'on appelle le méthanol, qui attaque le système nerveux, qui attaque les yeux.
De l'homme. Oui, de l'homme, sur les consommateurs. C'est pour ça qu'on l'interdit. Mais si on enlève le méthanol dans le A, ça devient un whisky normal. Donc pour l'enlever, c'est simple. Vous passez un contrat avec la faculté des sciences, ils vous l'enlèvent. Ça va peut-être 4-5 ans, ils vont enlever le méthanol dedans. Ça devient un whisky normal, qu'on pourra consommer et exporter aussi. Donc la recherche-développement, c'est la base. Donc, j'ai dit, il y a d'abord un think tank. Le deuxième, c'est structuration des universités. Très important. Je suis aussi en train d'écrire un document là-dessus. Après le think tank, les universités. Ensuite, il y a la recherche-développement. C'est appuyé sur les universités. La recherche-développement donc, va créer des valeurs, va créer des produits à valeur ajoutée. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup marcher au Cameroun parce que, est-ce que vous savez que les Camerounais sont très innovants. Je viens de lire là quelque part tout à l'heure que les premiers drones produits au Cameroun sont sortis. Voilà des jeunes gens qui n'ont rien, mais qui arrivent à produire. Vous avez le cardiopade, il y a la machine à décortiquer le pistache. Les Camerounais sont très innovants. Donc ça veut dire que si on met en place et le think tank et les budgets pour la recherche-développement, j'ai suggéré que le Cameroun mette 200 milliards. Aujourd'hui, c'est rien du tout. Et non seulement qu'on mette 200 milliards, mais qu'on attire les prix d'entreprises privées à domicile leur laboratoire au Cameroun. Comme ça, on passe à 600 milliards. Et qu'on se rapproche même d'autres pays, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud, pour qu'on arrive à débloquer quelque chose comme même 10 000 ou 15 000 milliards. Pour faire jeu égal avec les autres continents. Mais aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent qui n'a pas de programme militaire. Pourquoi? Le jour où les Blancs vont se décider à nous coloniser, on va faire quoi? Ça risque d'arriver, attention. Ça peut arriver. Oui, par rapport aux terres. Par rapport aux terres, par rapport à leur appauvrissement. Parce qu'il faut savoir que l'Occident produisait 60% de la richesse du PIB mondial, il n'y a pas longtemps. Leur part est tombé à 40%. Mais ils ont continué à vivre comme par le passé. C'est pour ça qu'ils sont tous surendettés. La Grèce, 140% du PIB. L'Italie, 120%. La France, 100%. Il n'y a que l'Allemagne qui est à 80%. Mais ils sont en train de s'appauvrir. Un jour, ils peuvent se dire que bon, il faut qu'on aille chercher les richesses chez ces gens-là. On n'a aucune armée dans nos pays. Mais ils le font déjà d'une autre manière. Non, ils vont le faire directement si on ne fait rien. Donc, première chose, le programme militaire, il faut. On n'a pas de programme spatial. Certains experts disent que pour l'énergie, ça peut se faire avec l'hélium 3. L'hélium 3, il y en a sur la Lune. Imaginez qu'on passe vraiment à l'hélium 3, donc dans 2 siècles, peut-être pas aujourd'hui. Donc, est-ce que l'Afrique va attendre que les autres aillent là-bas chercher pour dire pardon, donnez-nous un peu? Mais non. J'entends quelque chose depuis que je suis petit, transfert de technologie. Oui, on va vous transférer la technologie. Les Européens font nous disent ça. On va le faire. Mais c'est une bêtise. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne se fera jamais. Ça ne se fera jamais. C'est comme si vous me demandez de prendre tout mon argent et de vous donner. Ce n'est pas possible. Mais c'est mon argent qui fait de moi qui me donne cette puissance. Pourquoi je vous donnerai? Donc en fait... Donc il faut que nous-mêmes... J'ai aussi écrit un article sur la recherche et le développement. Et j'explique que pour la recherche, c'est aussi simple. Il faut qu'on aille voler le feu chez les dieux, comme dans la mythologie grecque. Il faut aller chez les dieux pour aller voler le feu. Qui sont les dieux? Les gens qui disent qu'ils dominent le monde, là. Et justement, je l'ai bien expliqué. Dans la mythologie grecque, quand l'homme a été créé, il était fragile. Il y a donc, c'est Prométhée, j'ai oublié le nom, qui s'est rendu compte que l'homme était fragile, il allait voler le feu pour leur donner. Et les dieux ont arraché. Il a volé une deuxième fois pour leur donner. Et les dieux l'ont puni. On l'avait attaché, donc chaque fois, il y a un nez qui devait manger son foie et qui devait guérir. Et chaque fois, on le mangeait. Donc c'est pour dire que nous devons nous-mêmes acquérir la science. Et ce n'est pas sorcier. Sauf que depuis, ce qui se passe, c'est quoi? Les Occidentaux nous ont toujours dit non, mais c'est trop cher, c'est un luxe pour vous, laissez tomber. Des conseils pour les gens qui nous veulent beaucoup de bien. C'est des conseils parfaitement stupides. Nous devons faire la recherche-développement. Le Cameroun doit démarrer
toute l'Afrique doit s'y mettre parce que 40% de ce qu'on va utiliser dans 40 ans n'existe pas encore. Non, pas 40%, 80% n'existe pas encore. De ce qu'on va utiliser dans 40 ans. Laissez-moi vous dire par exemple que... Prenez un exemple dans le domaine agricole. Facebook, par exemple, n'existait pas. C'est une affaire qui n'existe pas en l'an 2000. Aujourd'hui, personne ne peut penser vivre ça. Même Internet, c'est quoi? Internet, ça a été créé en 1965 pour l'armée américaine. C'est en 1973 que l'armée américaine a dit que bon, j'en fais cadeau au monde. Les Twitter, ça fait de 2007. L'iPhone, c'est 2007. Aujourd'hui, chacun a ça en main. Donc c'est pour dire que nous devons nous y mettre et faire de la recherche, développement nous-mêmes. Et nous avons un avantage là-dessus parce que nous sommes très créatifs. Donc, et dans ce domaine-là, il n'y a pas de fort, pas de faible. Parce que c'est un éclair de génie. C'est tout. Donc, c'est un domaine sur lequel nous allons rattraper très vite les Occidentaux. Et ils le savent, ils ont peur d'ailleurs de cela. C'est pour ça qu'ils nous disent tout le temps, non, attendez, on va vous donner la technologie, on va vous donner la technologie. Mais ils ne le donneront jamais. Donc, voilà donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on fasse la recherche-développement. Il faut qu'on transforme. Le think tank, c'est la première chose. Vraiment, si on commence, tant qu'on n'a pas fait ça, le Cameroun ne va nulle part, l'Afrique ne va nulle part. Première chose, c'est d'avoir un think tank. Je vous dis qu'aux États-Unis, il y en a plus de 3000. Il y en a 1800 qui travaillent avec le président des États-Unis. Donc, c'est pour ça que quand on dit que l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne vampirise ses voisins, ce qui est vrai. Il l'a fait avec l'autre pays, mais dès qu'il a tenté avec les États-Unis, tout de suite le lendemain, on lui a dit non. C'est pour ça que les deux voyages de Mme Merkel aux États-Unis ont été très froids. Parce qu'elle voulait les mettre pour les vampiriser, ils lui ont dit non. Ils ont refusé. Mais ils ont tout de suite compris. C'est aussi pour ça que l'économie américaine fait moins d'erreurs, par exemple, que l'économie européenne. Regardez, par exemple, le fameux avion que les Européens ont fait, qui s'appelle le Supersonic Concorde, qui était techniquement, c'était un très bel avion. Mais sur le plan économique, c'était un fiasco. Les Américains aussi avaient cet avion dans leur carton, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont vu que ça n'allait pas marcher. Et il y a aussi l'avion que les Européens viennent de fabriquer, là, le A380, l'avion qui est presque comme un village. Là. Les Américains voulaient le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Et les premiers pointages montrent que le A380, il bat de l'aile déjà. Ça, c'est quoi? C'est un think tank. Parce qu'on n'a pas le temps d'étudier cela, sinon je vous aurais donné des dizaines d'exemples comment les think tanks ont fait gagner la guerre devant des chars d'assaut, des avions de combat. Si l'Angleterre a gagné la guerre, il faut au moins rester jusqu'à ce que les Américains arrivent, c'est grâce à des think tanks. Donc, think tank à mettre en place, c'est la première chose. Après nos universités, on les structure. Après, on fait la recherche-développement qui va transformer notre agriculture. Pourquoi on n'envoie plus le cacao à l'extérieur? On va plutôt envoyer du chocolat. Comme ça, on va facturer 100 grammes aussi à 1000 francs. Au lieu de vendre 1 kg à 1000 francs. Donc, ainsi de suite. On va transformer même le plantain. On va transformer, je dis encore une fois, notre agriculture seule peut absorber tout le chômage qui est au Cameroun. Ok, docteur, nous constatons que le Camerounais lui-même n'est pas toujours fier de consommer le Made in Cameroun. Pourquoi croyons-nous que les autres consommeront ce que nous ne consommons pas? Alors, c'est un problème de communication. C'est aussi un des domaines là où nous avons perdu la guerre. Là où nous avons perdu la guerre économique que l'Occident a gagnée et que l'Asie vient de gagner. L'Occident nous a amenés à détester ce que nous sommes. Regardez par exemple nos sœurs, comment elles se décapent. Et les gens disent que c'est les hommes parce que les hommes aiment les femmes brunes. C'est faux. C'est parce qu'on leur a fait un lavage de cerveau. Regardez les poupées avec lesquelles nos filles, nos sœurs ont joué dans toute leur enfance, quand leur cerveau est encore très fertile et en création. On leur a donné des poupées minces, le nez fin, des femmes blanches en quelque sorte. Donc on a mis dans leur subconscient qu'une belle femme, c'est une femme blanche, mince, comme une tige de haricot. Voilà une des choses. Deuxième chose, on a expliqué à tout le monde
avec les images, notamment des religieux, où le diable est noir, tous les anges sont blancs. Mais on a oublié de dire, et c'est à nous de le dire, que l'Homo sapiens est né en Afrique. À l'origine, on est tous noirs, tous. À l'origine, on est tous noirs. C'est des gens qui ont émigré, qui sont allés dans d'autres pays où il y a moins de soleil, qui sont adaptés et leur peau s'est éclaircie. D'où vient-il qu'on... Donc les gens nous ont fait un lavage de cerveau. Il faut donc que nous aussi, qu'on utilise les mêmes armes, les mêmes méthodes pour réexpliquer aux Noirs qu'ils doivent être fiers de leur peau. Parce que l'homme, quand il est né sur Terre, est noir d'abord. Et il faut expliquer quels sont ces outils. Ces outils existent, mais ils sont en abandon. Et regardez par exemple, c'est la communication. La communication dans nos pays, elle est où? Elle est à l'abandon. Tous les grands pays ont des grands médias, radio, télévision. Prenez la France avec RFI, qui tout le 24 sur 24 vous balance l'image de la France, pays des droits de l'homme, belle France, avec de belles plages, de belles femmes. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les femmes les plus belles sont africaines. Les blanches aujourd'hui vont chez le médecin pour demander qu'on leur, mette des trucs chez pour leur demander les greffes. Elle dit, je veux ressembler à une africaine. Donc, aujourd'hui, la beauté, tout le monde sait que la beauté est africaine. Donc, malheureusement, nous ne le vendons pas. Est-ce que vous savez pourquoi l'histoire entre le lion et le chasseur tourne toujours à l'avantage du chasseur? Uniquement parce que les lions n'ont pas fabriqué d'historiens et de communicateurs. Donc, nous avons laissé les Blancs nous dominer sur le plan de la communication. Regardez l'autre outil qui est le cinéma. Notre cinéma est où? Nous l'avons abandonné entre les mains de quelques amuseurs publics. Le cinéma, c'est extrêmement important. Si tout le monde admire les États-Unis, c'est grâce à Hollywood. C'est aussi simple que cela. Tout le monde connaît Coca-Cola, c'est grâce à Hollywood. En fait, la communication doit être au service de l'agriculture. Doit être au service de tout, du pays, de l'agriculture. C'est-à-dire que les outils qui servent à la guerre dans nos pays ont été oubliés, abandonnés. Le cinéma, la communication, les médias. C'est pour ça que dans d'autres pays, on met, par exemple, voilà un média qui existe. L'État doit y mettre la main. Ce n'est pas pour aider quelqu'un, c'est pour s'aider lui-même. Comment on va faire pour vendre quand vous regardez le cinéma français, par exemple, c'était très difficile de voir un noir jouer. Il jouait un rôle important. Même maintenant, c'est toujours encore difficile. J'ai un ami qui est cinéaste là-bas, il dit que c'est systématique. D'ailleurs, on a vu même dans le football, à part que comme les gens sont sur le terrain, les gens, il faut courir plus vite que l'autre. C'est là les noirs jouent. Mais après, quand vous regardez tous les entraîneurs, tous les bancs de touche, ils sont blancs. Donc, si nous voulons donner notre point de vue au monde, donner notre vision du monde, nous devons créer nos grands médias, tels que CNN. Nous devons créer nos grands médias. Tous les grands pays en ont. Nous devons aussi en créer. Et ça, c'est des armes de guerre et de la guerre économique. Si nous voulons faire la promotion de notre agriculture, nous avons des produits qui existent. Ils vont passer dans quelle télévision? Ce n'est pas en Europe. Je regardais par exemple, il y a un produit en France qui s'appelle la dacatine. C'est quoi la dacatine? C'est les arachides. Elle m'a demandé, mais pourquoi on appelle ça dacatine ici là? Je lui ai dit, à ton avis, dacatine, ça vient d'où? Je lui ai dit, dacatine, c'est l'Europe, non? Mais si on appelle ça arachide, on saura que c'est l'Afrique. Vous voyez donc comment nous produisons nos arachides, qu'on fait au village. Les gens appellent ça dacatine, ils ne savent même pas comment on produit ce machin. Donc ça, c'est le vol. Ils nous volent notre produit. De même qu'on nous a volé Kylian Mbappé et Omtiti, qui font les beaux jours de l'équipe de France. Maintenant, il faut entendre les reportages sur lui. Le français Kylian Mbappé. Le français Kylian Mbappé. Ils oublient même déjà que c'est un Camerounais.
Ok, docteur. Donc, il y a ce problème. Ok, docteur. La levée des barrières douanières va s'étaler sur 15 ans. Le gouvernement camerounais estime que pour les 8 premières années, 115 milliards seront perdus en termes de recettes fiscales et douanières. Comment va-t-on compenser cette perte? En principe, dans ce genre d'accord, ce qu'on perd en matière de recettes douanières, on devrait le gagner en termes de gain de part de marché, en vendant davantage. Mais le problème, on l'a dit d'entrée de jeu, on n'a pas de produits à vendre. On n'a que le cacao, le café, d'ailleurs qui sont en quantité très limitée. On a difficilement 200 000 tonnes. Ça encore, c'est une connerie du Cameroun. Là, la Côte d'Ivoire a 1 million de tonnes. Bon, alors qu'on a commencé ensemble. Bon, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas comment on va compenser cela. Donc, parce que, encore une fois, ceux qui sont en face de nous ont pensé cela avant. Eux, ils sont gagnants. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Nos matières premières. C'est d'ailleurs ce qu'ils sont venus chercher depuis plusieurs siècles. Quand on nous a amenés à l'esclavage, quand on nous a colonisés. Donc APE, c'est encore la même chose qu'ils sont en train de chercher. Et on a signé qu'on va le leur donner à travers les APE. En contrepartie, les produits qu'eux vont produire, il n'y a pas de droit de douane. Donc, nous allons les prendre de préférence aux autres produits, par exemple, que sont par exemple, les produits venus de Chine, de Corée ou d'ailleurs. En fait, c'est une perte sèche, on ne compensera rien. C'est une perte sèche pour nous, mais c'est un double gain pour eux. Et c'est ça le drame quand vous ne préparez pas. L'autre, et quand on joue aux échecs, hein, on pose des pions, on sait où on va. En matière de stratégie, je suis un passionné de stratégie. En matière de stratégie, quand vous voulez engager une action, vous devez déjà penser à la réaction de votre adversaire. Parce qu'il va réagir. Ça ne doit pas être une surprise. Donc, avant d'engager une action, vous devez déjà penser à la deuxième action que vous allez engager après sa réaction. Ça, c'est le deuxième coup. Et il est même conseillé d'aller au troisième, voire au quatrième coup. C'est comme ça qu'ils jouent avec nous. Ils ont quatre coups. Nous sommes au premier. Ils ont 4 longueurs d'avance, souvent 5 longueurs d'avance. Et même plus. Et justement, il faut donc qu'on mette en place un think tank qui va rattraper cette réflexion. Parce qu'en fait, en matière de stratégie, quand vous voulez battre un adversaire, vous devez intégrer sa stratégie, le rattraper dans sa réflexion et passer devant lui. Okay. S'il est au quatrième, pour passer au sixième. C'est possible. C'est une question d'organisation. Et donc, voilà ce qu'on doit faire pour ne pas continuer à subir. Parce que là, nous signons, et après on se dit, mais tiens, on a perdu 100 milliards. Mais ils s'en foutent. Hein. Ce n'est pas leur problème. Ils s'en foutent royalement. Après, bon, peut-être quand ils auront pitié de vous envoyer un petit milliard, que bon, vous passez à la télévision, vous dites, voici un don, 1 milliard. Après avoir pompé 100 milliards chez vous, on vous dit, bon, on a pitié de vous, voici 1 milliard. Ok. Donc, nous vous remercions, docteur, de nous avoir éclairé sur ces questions. Je rappelle que notre invité était Célestin Tchakounte-Lengue, expert financier, adjoint au maire de Bazou, auteur d'un livre, Les privatisations en Afrique, l'exemple du Cameroun, publié en 2011 aux éditions L'Harmattan. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.